Bonjour tout le monde. Vous avez aussi le bonjour d'Alex. Alex, en fait, on travaille ensemble depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et on était parti avec l'idée suivante, c'est comment définir, comment construire un business model. Ça, c'était notre point de départ. Et on avait l'intuition, on avait vu, et en particulier, j'avais été en contact avec les jeunes entrepreneurs sur notre campus. On a une grosse école polytechnique. Et ces gens, en fait, avaient comme seul outil le business plan. Il me semblait que ce n'était pas l'outil le plus approprié. Et donc, je venais avec des questions, et ces questions ont donné lieu à ce canevas que je vais essayer de vous présenter un peu maintenant. Et ça a donné lieu à la thèse d'Alex, et puis 2-3 publications plus ou moins théoriques sur le sujet. Et en 2008, on s'est décidé à faire un livre, parce qu'on voulait avoir un impact, et on s'est dit, ce n'est pas avec quelques publications dans des revues de scientifiques qu'on va y arriver. Et donc, on a voulu sortir un livre, et je reviendrai sur la façon dont il a été construit dans un petit moment. Et bon, ce langage est utilisé par un certain nombre de personnes, quelques millions de personnes, et on s'est rendu compte que pour construire en fait une proposition de valeur, on a intérêt à bien connaître le client, et on a voulu focaliser, on a précisé, on est revenu avec une seconde question quelques temps plus tard, et la question qu'on s'est posée, c'est comment construire une proposition de valeur qui est bien adaptée avec ce que le client souhaite, mais dans un business model innovant. Ça, c'est la question qu'on s'est posée. Et on a sorti un deuxième livre tout récemment qui vient d'être traduit en français il y a 2-3 semaines. Et je vais essayer de naviguer un petit peu entre ces deux ouvrages. Ce que nous allons faire ce matin, c'est je vais revenir sur ces deux outils. Certains d'entre vous le connaissez. Je vais partager quelques idées sur le fait que construire un business model, ce n'est pas un processus décisionnel. C'est un processus de création et donc assez chaotique par moment. Ça sera notre deuxième partie, très rapidement. La troisième partie, c'est le fait qu'il est possible peut-être de tester un business model, tester une proposition de valeur avant qu'on soit sur le marché, avant de créer le produit, avant de lancer le produit, avant de lancer l'entreprise. Donc, on viendra sur ça. Et à la fin, un peu en guise de conclusion, on verra que souvent les entreprises, elles ont un business model et elles sont censées l'adapter en fonction des conditions du marché, par exemple, et donc elles le transforment. Et donc, on va vivre certaines évolutions et on verra ce que veut dire, d'une certaine façon, rénover un business model de la même façon que parfois un architecte ne part pas de la feuille blanche, mais part d'un modèle existant. Alors, je ne sais pas quelles sont les attentes, je ne sais pas qui sont les entrepreneurs dans la salle, qui sont les gens de grandes entreprises. Quelque chose qu'en fait, je vais vraiment essayer d'éviter avec vous, et vous allez voir, on va faire un petit jeu. Je vais essayer d'éviter ce phénomène-là. Vous êtes d'accord? Et donc, je vous pose une première question. Hier, on a beaucoup parlé, je crois, dans au moins 3 exposés auxquels j'ai assisté, du business model de Airbnb. Je vous propose de prendre 2 minutes maximum, je vous arrête dans 2 minutes, avec votre voisin pour dire, mais c'est quoi pour vous le business model d'Airbnb? On en a parlé hier, mais vous connaissiez tous apparemment, en tout cas, il n'y a pas eu de question. C'est quoi le business model d'Airbnb? Prenez 2 minutes, vite, dépêchez-vous, parce que ça va aller vite, et je vais vous poser 2-3 questions après. OK, vous avez une idée du business model? Je vous pose 3 questions. Qui a accepté de parler avec son voisin pour définir le business model d'Airbnb? OK, vous avez tous joué le jeu, merci beaucoup. Qui a écrit pendant que vous étiez en train de parler? Qui a pris des notes en disant, pour clarifier nos idées, on va mettre 2-3 feuilles sur le papier? OK, 3 groupes. Et finalement, qui a peut-être dessiné ou fait un petit sketch, juste dire, c'est quoi le business model, un petit dessin? 2 personnes, 3 personnes. Ça, c'est une des choses qui m'a frappé quand on parle business model. Et c'est vrai pour les grosses entreprises, c'est vrai pour les jeunes entrepreneurs, mais eux, c'est normal, ils n'ont pas le bagage peut-être. Là, le phénomène qui se passe. Non, je peux avoir le son. Alors, tous les essais ont été faits en régie, mais apparemment, je n'ai toujours pas le son ici. Alors, donc ici, c'est un phénomène...
Merci. Blah, blah, blah. Blah, 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 blah. Donc ça, c'est le phénomène du blabla. Et le phénomène du blabla fait que lorsqu'on parle de cette façon-là, on est dans ce phénomène de la tour de Babel. C'est-à-dire que les gens parlent et ils ne sont pas compris de la même façon selon leur bagage, selon qu'ils soient comptables, stratégistes, gens des opérations, marketing. Ce qu'on voulait à l'époque, c'est d'avoir un langage commun, quelque chose qui soit relativement simple, qui soit visuel, c'est-à-dire qu'on puisse l'utiliser pour construire quelque chose, et qui soit assez holistique au sens où qui permette de représenter les différentes composants. Et on est venu avec ce canevas. Un canevas, c'était une façon visuelle de représenter un certain nombre de blocs. Vous allez voir, il y en a 9 qui sont reliés entre eux. C'est-à-dire que chaque partie s'intègre bien les unes dans les autres. C'est un peu comme une sorte de puzzle pour expliquer, pour analyser, pour critiquer, pour tester un business model. This is the business model canvas. It's just what Beth and Carl will need to craft a powerful business model, and it can do the same for you. Let's dive in and see how it works. There are 9 essential building blocks that make up any business model. When you get all 9 blocks working together, you'll have answered the fundamental questions any business model must solve. We'll start here with customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. Channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the types of relationships you're establishing with your customers and how you're acquiring and retaining them. Pricing mechanisms through which your business model captures value are documented under revenue streams. The key resources show which assets are indispensable in your business model, so you can describe the infrastructure you need to create, deliver, and capture value. The key activities show which things you need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. And once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. Any business model can be mapped this way. 9 building blocks working to reinforce and strengthen each other. OK, donc ça c'est le modèle. Je vais juste l'illustrer avec une petite entreprise ou une moyenne entreprise. Qui connaît Hilti? OK, donc vous voyez, hein, c'est une société qui fabrique et qui vend des outils de chantier, des outils légers. Et donc voilà, proposition de valeur, c'est l'offre qu'on fait, c'est vendre des outils de chantier aux clients. Les clients, dans ce cas-ci, ce sont essentiellement les chantiers, donc les personnes qui vont utiliser ces outils. La façon d'atteindre ce client, c'est ce que nous appelons les canaux de distribution. C'est, dans ce cas-ci, une force de vente, c'est le canal principal, parfois c'est un magasin. Et le 4e composant ici au-dessus, c'est la relation client, la nature de la relation que j'aimerais bien garder avec les clients. Dans ce cas-ci, elle est assez directe, elle est 1-1, elle joue sur le long terme, parce que les représentants essayent de garder la relation avec les clients. Et enfin, le flux de revenus, ce qui va être généré comme argent venant de ces gens qui ont acheté les outils, c'est les ventes qu'on va faire. Tout ça, c'est la partie front office, c'est-à-dire la front stage, c'est ce qu'on voit, c'est la scène. Et ici, derrière, c'est les choses auxquelles le client est moins sensible parce qu'il ne le voit pas. C'est ce que je dois avoir, ce sont des usines, ça c'est physique, ce sont peut-être des brevets, c'est plus intangible, c'est la marque, c'est un peu la Rolls-Royce des outils. Et une fois que j'ai quelque chose, je peux fabriquer. Dans la première action ou la première activité de base, c'est de fabriquer ces outils. La deuxième, c'est de les vendre et garantir que je peux offrir cette proposition de valeur au client. Et enfin, il y a certaines choses que je ne peux pas faire moi-même ou que je juge peu intéressantes à faire moi-même parce que d'autres le font mieux que moi ou le font moins cher que moi. Ce sont les partenaires. Et donc, je vais signer un certain nombre de partenariats plus ou moins stratégiques pour être capable soit de faire certaines choses ou d'acquérir des ressources que je ne peux pas acquérir moi-même. Et ceci a une structure de coûts. Donc, les 3 composants ici représentent les coûts. Et ce qu'on espère, c'est d'avoir ceci qui est supérieur à ça. Donc, voilà le modèle qu'on a. Et ce canevas qu'on vient de revisiter très vite, on l'avait laissé en open source, en licence commune. Juste sur notre site, il a été downloadé 6 ou 7 millions de fois maintenant, et il est reproduit sur énormément d'autres endroits, puisque c'est la liberté totale de le faire, y compris de le modifier. Regardez ici, ça c'est la progression, c'est Google Trends Business Model depuis 2008.
Le deuxième ici, c'est Lean Startup, Blue Ocean Strategy et innovation de rupture. Ça, c'est à peu près la couverture des usagers. On est un peu partout représentés sur les continents ici. Et ça m'a plus surpris. Ça, c'est les grandes entreprises qui utilisent ce Canva. Et vous vous souvenez que l'objectif initial, c'était de viser les jeunes entrepreneurs, et en particulier de notre campus. Et maintenant, on voit ces grandes entreprises. Et pourquoi ça m'a étonné? Parce que ces entreprises ont tous les outils possibles. Pourquoi est-ce qu'elles auraient intérêt à utiliser des outils aussi basiques? Et je prends une, par exemple, ici, Mastercard. L'année passée, on vient de former 800 développeurs produits à l'usage de ce Canva. C'est une des raisons pour lesquelles ces gens le font, c'est justement le langage commun. Dans la plupart de ces... On a eu une interview l'année passée. Ce qui ressort souvent, c'est que au moins pendant qu'on est en train de faire la conception des futurs business, on peut partager un langage. On a 9 blocs à disposition pour, entre guillemets, discuter de ces différents composants. Je reviens sur la petite question que je vous ai posée au départ. Et maintenant que vous connaissez le modèle, je vais vous demander en fait de faire le modèle de Airbnb qui commence en mettant un matelas dans un appartement de deux jeunes ici, Brian et Joe, et qui vont être rejoints par Nathan, qui vont créer cette entreprise Airbnb. On verra quelques résultats tout à l'heure. Vous avez reçu devant vous un Canva, d'accord, avec les 9 blocs. Et pour aller plus vite, parce qu'on n'a que 5 minutes pour les poser tous, je vous ai donné un certain nombre de stickers autocollants. Et ma suggestion, c'est que vous les mettiez en 5 minutes au bon endroit pour essayer de reconstituer, de recréer le business model de Airbnb, dont vous avez discuté tout à l'heure de façon, entre guillemets, blabla. Ici, on va le structurer avec du texte, des post-it si vous voulez, et des petites images. Et vous avez maintenant 5 minutes pour le faire, maximum. Donc, dans 5 minutes, je vous arrête, et puis on visitera rapidement ce modèle-là. Ah oui, c'est juste, c'est bien. OK. Je crois qu'on est en train d'arriver à peu près au bout sur l'ensemble des groupes ici. Donc, vous avez vu, c'est relativement simple. Bien sûr, comme ce sont des images que j'ai préparées, peut-être vous n'avez pas tout à fait la même interprétation. Dans ce business model, on a une première proposition de valeur qui est offerte aux voyageurs. C'est la possibilité de trouver un large choix de logements un peu partout dans le monde. Et ces gens-là génèrent un revenu qui est une commission, si vous voulez, qui est de l'ordre de 6 à 9 %. Il y a une deuxième proposition de valeur qui est faite à des gens différents. C'est ceux, comme vous par exemple, qui avaient de la place à la maison et qui souhaitaient le mettre à disposition, le louer à des voyageurs qui vont venir. Et vous allez avoir une commission à payer de l'ordre de 3 %. Donc 2 flux de revenus différents, 2 propositions de valeur pour 2 publics différents, 2 segments de clients différents. Ça, c'est la première chose. Dans les 2 cas, en fait, on va joindre ces clients par des canaux de distribution, essentiellement le site web et les réseaux sociaux. Et la nature de la relation que je vais essayer de garder entre les voyageurs et les hébergeurs, c'est cette relation Airbnb, cette communauté Airbnb. On appelle parfois ça l'économie du partage ou la consommation collaborative. Alors, pour être capable de faire ça, Airbnb a des ressources physiques et virtuelles. Donc, physique parce qu'elle a de l'infrastructure, elle a le listing des objets, elle a la base de données de 500 000 objets à peu près qui sont sur le marché, et elle a recruté des personnes spécialistes de la gestion des destinations, gestion de la gestion hôtelière, et ils font un certain nombre de choses. Ils font quoi? Ils sont censés maintenir l'informatique, c'est-à-dire gérer l'infrastructure. Ils sont censés garder la relation, gérer la relation avec les clients et offrir le service, être capable d'offrir ce matching qui va se faire entre ces 2 types de propositions de valeur. Il y a des choses qu'ils n'ont jamais faites, c'est le trafic des paiements, prendre en considération les paiements avec PayPal. Donc, ils ont des accords avec les gens de carte de crédit. Ils ont fait des accords plus tardivement avec des sociétés d'assurance parce que certains voyageurs ont détruit le bien de certains hébergeurs, et donc c'était mieux de les protéger avec des assurances. Et enfin, ils avaient vu que si on a de belles photos des objets, on a plus de chances, entre guillemets,
de louer ces objets sur le marché, en particulier à New York. Et la structure de coût est rattachée à ces trois grandes activités qui est gérer la relation client, gérer le service et gérer l'infrastructure. Voilà très rapidement le business model en utilisant le business model Canva. Donc une façon assez précise d'en parler et selon qu'on met un objet à une place ou l'autre, il va prendre une signification un peu différente. Et le résultat est assez spectaculaire. Hier, on l'a mentionné, on a vu la progression sur 2 ans sur le nombre de nuitées, sur le nombre d'objets. Ça, c'est New York en 2009, ça, c'est New York en 2011. Et chaque petit bloc ici, en fait, a un revenu qui vient d'Airbnb en moyenne de l'ordre de $1 500 par mois. Pas pour l'entreprise, pour le client de cette entreprise, ou en tout cas, un des 2 clients qui est l'hébergeur. Alors, ce Canva, dans notre esprit, il est fait pour raconter l'histoire de comment on crée de la valeur dans l'organisation, en particulier comment on ramène un flux d'argent par rapport à des coûts. Et on s'est dit, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, que ça serait peut-être intéressant d'aider aussi les gens à non seulement concevoir le business model, mais peut-être à mieux préciser la proposition de valeur. Et pour ça, de le faire de telle sorte qu'on puisse prendre en considération une bonne connaissance du client. Et on est venu avec un deuxième Canva, avec l'idée, on va essayer de se mettre à la place du client et de voir dans quelle mesure on peut construire un produit. Et là, on a fait une grosse hypothèse. On s'est dit, pour construire une bonne proposition de valeur, il faudrait donc comprendre le client, donc se mettre dans ses chaussures ou dans sa tête. Et pour ça, on a utilisé un concept qui s'appelle le jobs to be done. Alors en français, la tâche à faire, si vous voulez, ou ce que le client fait. En d'autres termes, l'idée n'est pas d'essayer de savoir ce que le client veut, mais ce que le client fait. Et à partir d'une bonne analyse de ce qu'il fait, on va essayer de s'imaginer ou d'imaginer ce qu'on peut construire. Donc la démarche serait la suivante. On essaie de comprendre ce que le client fait, quelles sont ses tâches, quels sont les jobs. Par exemple, pour voyager en avion, il doit commander un billet, comparer le prix, aller au check-in, voyager, manger, reprendre ses bagages. Donc on s'intéresse à ça. Et une fois qu'on a bien compris ça, l'idée, c'est par une sorte d'effet de symétrie de construire la proposition de valeur correspondante. Et je vais essayer de l'illustrer et de montrer que ce Canva, c'est un cercle parce qu'on ne fait pas le design d'un client, on essaie de le comprendre ou de faire des hypothèses sur ce qu'il fait. Et par contre, le carré ici, on construit une proposition de valeur. C'est le choix de l'entrepreneur de décider ce qu'il va créer. Et donc, ce Canva-ci décrit l'histoire de la valeur qu'on va créer pour le client. Et l'idée, c'est d'aligner les deux. La valeur pour le client, comme ça, les clients peuvent venir me payer pour quelque chose. Et le business model Canva pour essayer de voir dans quelle mesure j'arrive à construire et avoir aussi de la valeur pour l'entreprise. Je vais reprendre l'exemple de Hilti. Il y a quelques années, ils ont connu quelques soucis. Et les soucis, c'est notamment la concurrence, et une concurrence chinoise. Et ils se sont dit, il faut que je retrouve la compétitivité. Et pour la retrouver, ils se sont dit, je vais essayer de mieux comprendre les clients. Et ils se sont rendus compte de quelque chose qui était évident, mais que le job principal, l'action principale, ce que font les clients, ce n'est pas d'acheter les outils, mais c'est d'utiliser les outils. D'accord ? Et c'est d'avoir toujours, de gérer, les entretenir, les remplacer, et de toujours, si possible, avoir le bon outil au bon endroit, au bon moment, sur les différents chantiers que je gère. Et on va utiliser le Canva pour essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire, de comprendre le client, et comment ils ont reconstruit une proposition de valeur différente. Donc la première chose, c'est les jobs. C'est la partie ici à droite, c'est d'essayer de lister l'ensemble des actions dans le contexte dans lequel je suis. Et si vous regardez le cas d'Hilti, c'est les actions qu'on va entretenir, c'est la personne qui est en charge de chantier, elle va essayer de trouver, exécuter les contrats, elle doit respecter des délais, elle doit planifier des usages et l'usage de la flotte d'outils. La deuxième partie ici en bas, c'est il y a des choses quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas faire ou qui est risqué ou qui est vraiment quelque chose de pénible. C'est tout ce que vous détestez ou tout ce que vous n'aimez pas. Et si on regarde un chef de chantier ou quelqu'un qui gère cette flotte d'outils, il y a des choses qu'il n'aime pas. Notamment, il doit payer ses outils avant de les utiliser, donc c'est son investissement. Parfois, il y a des outils cassés, parfois, il y a des outils volés. Ça veut dire des délais, ça veut dire des pénalités. D'accord ? Ça, c'est l'image très rapidement brossée des choses qui chicanent un gestionnaire de flotte d'outils. Et ici, en haut, c'est les choses plutôt positives, c'est les choses qu'il attend. Attendre, ça veut dire plus ou moins inattendu, plus ou moins attendu. Si vous voyagez en avion, ce qui est attendu, c'est d'avoir un siège assis. Ce qui pourrait être plus inattendu, c'est d'avoir une douche à la destination après un long vol.
Dans le cas de Hilti, quelles sont les choses qu'ils ont photographiées comme étant des choses attendues plus ou moins fortes? C'est d'avoir les contrats profitables et d'avoir des coûts prévisibles. Ça, c'est toujours mieux pour un responsable de projet. Mais c'est aussi peut-être d'avoir accès à des outils récents pour deux raisons, parce que c'est peut-être plus efficace, mais aussi parce que ça offre plus de sécurité pour les usagers, pour les employés, les ouvriers qui travaillent sur les chantiers. Et c'est d'avoir des outils qui seraient disponibles tout le temps, même si on sait que de temps en temps, il faut les mettre à l'entretien. À partir de là, si vous avez cette photographie-là du client, la proposition de valeur qui était initialement de vente fait beaucoup moins de sens, parce que vendre, ça veut dire que vous devez l'acheter avant, que vous les avez, que si on vous les vole, il faut les retrouver ou il faut les remplacer. Donc, ce n'était pas bon. Donc, ils ont reconstruit une proposition de valeur un peu différente. Have you ever wanted to just focus on your work and forget about administrative issues and managing your tool fleet? If so, Tool Fleet Management, Hilti's long-term tool usage service, is for you. We take care of your tools while you focus on the job. Hilti helps assure that your team will have the best tools, each unique and labeled using RFID and an inventory number so you can maintain control of your tool fleet. If something breaks down, no problem. Hilti has another way to make your work easier. We repair or replace your tools quickly at no additional cost. Hilti will also update your tools on a regular basis, always with the latest generation models. All this on a single monthly invoice. This will seem incredible to you, but the benefits don't end there. The more you choose Hilti, the more Hilti services benefit you. Like Tools on Demand, Hilti's new service reserved for customers with at least 10 tools. Now you can put high-performing Hilti tools to work when and where you need them. We call it Tools on Demand. You'll call it. OK, donc ça, c'est l'idée. Donc, de reconstruire. Alors, ici à gauche, on va représenter la proposition de valeur qu'ils ont reconstruite et je vais utiliser le Canva pour le faire. Donc, la première chose, c'est les produits et services qu'ils ont imaginés, donc qu'on va créer, dont on va faire le design. Dans ce cas-ci, c'est un système de gestion en ligne d'une flotte d'outils. Donc, c'est le responsable, le client, qui décide de quel outil il veut sur quel chantier, à quel moment, et c'est lui qui va gérer, entre guillemets, sa répartition des flottes d'outils. À partir de là, le deuxième composant ici à droite, c'est en fait ce qu'on appelle des antidouleurs, quelque chose qui permet de réduire certains des inconvénients qu'on a vus de ce côté-là, quand on a essayé de faire la photographie de la tête du client ou de se mettre à sa place. Et donc, si on pense de nouveau Hilti ici, on va ajouter des choses comme ça. C'est OK, aucun coût pour réparer, ça c'est une bonne façon d'adresser ces enjeux ou ces soucis qui avaient été identifiés là. Deuxième chose, c'est un abonnement, donc ça veut dire que vous n'investissez plus au départ pour acheter les outils. Et enfin, le troisième composant dont on fait le design, dont on fait la construction, ça c'est un choix de l'entrepreneur, dans ce cas-ci de Hilti, c'est ce qu'on va appeler les créateurs de gains. Des choses qui vont en fait essayer de correspondre, des bénéfices dans la proposition de valeur, qui vont essayer de correspondre à des choses qu'on avait identifiées comme certains composants attendus de la part du client. Et dans ce cas-ci ici, qu'est-ce que les choses, on l'a vu dans la petite vidéo, c'est l'accès à une flotte moderne. OK, ça permet de résoudre ou d'adresser ce type de bénéfices attendus, de dire, OK, vous aurez effectivement des outils qui font moins en une nouvelle technologie qui vous permettra d'être plus sécure pour les employés. Et puis, oui, vous aurez le remplacement immédiat. Donc, vous mettez vos outils à l'entretien, pendant ce temps-là, vous avez un remplacement qui est donné. Et enfin, puisque c'est vous qui avez choisi, que vous recevez cette facture mensuelle, on l'a vu dans la vidéo, vous avez cette solide gestion de coûts qui vous permet d'adresser ça. C'était quelque chose qui était plus ou moins attendu de la part du client et de réduire cet aspect-là. Et donc, bien sûr, à la fin, on doit faire le contrôle du fit, c'est-à-dire de voir si la proposition de valeur qu'on a construite correspond bien à ce que le client, ou en tout cas à notre perception du client, de 3 points de vue. 1, il faut que ça soit une bonne solution au problème qu'on a identifié. 2, il faut que ça soit un fit avec le marché. Il faut voir s'il y a effectivement des clients qui sont prêts à payer cette facture mensuelle ou en utilisant ce système-là. Donc ça, on va devoir peut-être tester certaines choses pour voir si le client est vraiment prêt à nous payer un certain nombre de choses et à adopter la proposition de valeur qu'on va lui faire. Et la troisième chose, il faut aussi insérer ça dans un business model. On verra ça tout à l'heure parce que le business model antérieur n'est pas bon pour faire ça. Il manque un certain nombre de composants. Ça, c'est les deux outils qu'on a imaginés. Et puis, je voudrais bien maintenant adresser ces deux enjeux, de dire que,
construire un business model n'est pas une activité décisionnelle, c'est un choix, c'est-à-dire c'est une construction qui est telle que je vais envisager des alternatives, et bien sûr je n'en prendrai qu'une parce que je vais peut-être lancer qu'une seule entreprise, mais à ce moment je vais prototyper, je vais essayer de construire un certain nombre de choses, c'est quelque chose qu'on peut faire à l'intérieur de l'entreprise, mais avec malgré tout un contact avec le client, à ce moment il faudra bien discuter avec lui, donc on est plutôt dans cette logique-là. On a une idée. Cet aspect-là, je ne l'ai pas traité du tout. Je vais essayer de focaliser un tout petit peu plus sur cette idée, mais que veut dire prototyper? Parce que nous en avons une version très spécifique. Pour la plupart des gestionnaires, pour la plupart des entrepreneurs, prototyper, c'est dire « Ok, je fais dans le petit quelque chose, je vous montre, et en fonction de vos réactions, j'affine mon produit, ou j'affine mon service, ou je raffine mon business model. » Et vous allez voir qu'il y a des métiers où cette vision du prototype n'est pas celle-là. Cette vision du prototype, c'est par exemple celle que les architectes ou les designers ou les designers graphiques ou autres ont. Et ici, j'ai pris par exemple Frank Gehry. Pourquoi? Parce qu'il vient de dessiner ce bâtiment ici. Quand on dessine un bâtiment de cette nature-là, on va utiliser beaucoup de techniques différentes pour, entre guillemets, essayer d'envisager un petit peu les solutions possibles avant de se fixer sur un seul bâtiment, parce qu'on n'en construira qu'un seul. On va utiliser des croquis. Encore maintenant, en 2015, on sketch, on dessine. Ils vont utiliser beaucoup de plans. Ça, c'est normal, c'est le métier de l'architecte. Ils vont faire des maquettes physiques. Donc, indépendamment des outils 3D, ils vont représenter physiquement des objets en petit, en grand. Rien que pour ce bâtiment, ils ont fait une quarantaine de maquettes différentes avant de se fixer. Ils vont utiliser beaucoup la CAO. Pourquoi? Parce que c'est des bâtiments assez compliqués à comprendre et l'avantage de la CAO, c'est de pouvoir faire des choses qu'on ne peut pas faire avec les maquettes physiques, de tourner, de bouger et bien sûr de calculer ou simuler. Donc des techniques, mais ça veut donc dire qu'ils vont envisager beaucoup d'alternatives avant de se fixer sur une. Donc la question qu'on se pose, c'est alors, mais pourquoi en management, on pense que la première idée est la bonne? L'architecte, pour construire un bâtiment, il va considérer beaucoup de choses et puis il va fermer. Et nous, en fait, souvent, la vision qu'on a de la stratégie, c'est on fait des grandes discussions, on a un plan, on se fixe sur une idée, et à partir de là, on met en œuvre et on exécute ce plan. Alors qu'on pense, et je crois qu'il y a pas mal d'exemples pour montrer que le succès de certaines entreprises vient du fait de leur possibilité, quand ils sont en train de construire ou d'imaginer les business models du futur, de justement pas affiner une première idée, mais d'ouvrir le jeu, d'explorer des alternatives, de dire « Ah, vous vouliez au début vendre, non, peut-être qu'on pourrait louer ça. Vous vouliez juste vendre le logiciel. Non, on pourrait peut-être packager ça avec une autre solution de quelqu'un d'autre mélangée. » Donc, vraiment de se forcer à ouvrir le jeu, de venir avec des alternatives, peut-être pas 100, mais 3, 4, 5, et d'être en mesure de choisir. Et pour faire ça, on peut faire comme l'architecte. On peut faire des petits dessins, ça sera rapide. On peut faire des plans. Les plans, c'est justement l'usage de ces deux canevas pour définir une proposition de valeur ou définir un business model. Pour nous, c'est l'équivalent des plans. On peut aussi faire du maquettage, ça existe. On n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais il y a plusieurs techniques pour faire certaines choses rapidement avant d'aller sur le marché. Et on peut utiliser de la conception assistée par ordinateur. Ça a l'avantage non seulement de pouvoir peut-être dessiner, mais aussi de pouvoir calculer, simuler, suivre des versions différentes et garder un historique, entre guillemets, de nos réflexions qu'on va faire sur le business model. Mais il y a une chose qu'il faut garder en tête et qui est le risque majeur pour deux types de populations, c'est de ne pas tomber amoureux de sa première idée. C'est vrai pour les jeunes entrepreneurs. Ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font qu'ils ne peuvent pas considérer qu'on va faire autre chose avec leur produit que de le vendre. Et la deuxième population qui a ce risque de façon très très forte, ce sont les CEO, les directeurs d'entreprise. Parce que quand on a plusieurs idées, il faut en jeter certaines. Quand on n'a qu'une seule idée, par définition, c'est la meilleure. Et donc, ils préfèrent avoir une idée qu'on considère comme bonne, et comme ils ont des gens, des adjoints qui sont super compétents, eh bien, ça va s'exécuter. Parfois, ça marche, et parfois, on va voir qu'on peut rentrer dans le mur. Et ici, je voudrais montrer qu'on a suivi ce qu'on suggère ici, le design et l'usage des outils, quand on a fait ce livre. Quand on a créé ce livre en 2008, on s'est dit la chose suivante. Est-ce que vous avez une idée combien de nouveaux livres de gestion arrivent sur le marché américain sur une année, en un an, en 2008? Donc, c'était 11 000 nouveaux livres de gestion. On n'a pas un grand nombre d'universités, donc on s'est dit on ne va jamais sortir du paquet avec ça. Et donc, on a décidé d'envisager, de changer le produit. On a voulu avoir un livre visuel,
un livre animé, un livre en couleur, un livre couché, une idée par double page. Donc on a changé le produit, on a changé notre proposition de valeur parce qu'on s'était demandé un peu qui est le lecteur et on a trouvé que le lecteur trouvait pénible, donc dans les problèmes, entre guillemets, de lire 250 pages sans illustration ou à peu près. Mais ce n'était pas suffisant. On devait aussi changer le business model parce qu'aucun éditeur n'était prêt à sortir un livre en couleur en format couché. Et donc on a considéré, voilà les prototypes de l'époque, alors ça c'est la version courante, habituelle, d'envoyer un manuscrit à un éditeur qui va le publier, et on a envisagé 36, donc ici on a envisagé 8 prototypes différents, livres customisés, sponsorisés, et pour chacun on se posait la question, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme canal, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme partenaire, si je n'ai pas un éditeur, donc je n'ai pas accès aux librairies, aux bibliothèques, aux aéroports. Et on a choisi ce modèle-là. On a choisi le modèle de ce qu'on a appelé co-designé. Donc on a crié sur le web, on va faire un livre. Ça vous intéresse de voir? Vous pouvez arriver, vous allez recevoir un chapitre toutes les 2-3 semaines. À la fin, vous recevrez le livre terminé. Vous serez capable de commenter. On tiendra compte ou non de vos commentaires. Ça, c'est un aspect. Mais on voulait en même temps tester le modèle et on a pris une solution un peu crowdfunded. C'est-à-dire qu'on a dit, ah, vous voulez voir? Vous allez payer. C'est comme Dell. Vous commandez votre ordinateur et vous le recevez 5 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard. Donc on a dit, OK, vous payez. Les 30 premiers, ils ont payé $24 et chaque fois qu'on arrivait à 30, on doublait. Donc les derniers, ils ont payé $250 pour un livre qui n'en vaudrait que 30. Donc ça, c'était pour nous une façon de tester le marché, de voir, OK, les gens sont en train d'accrocher, on en a eu 500 de cette nature-là, et on a commencé à faire vivre cette communauté. Donc on est rentré dans une logique de dire, les prototypes qu'on avait imaginés, celui qu'on a gardé in fine à l'intérieur du bureau à l'époque, on l'a d'une certaine façon commencé à le tester. Donc que veut dire maintenant tester un business model? Et avant ça, il y a une question que j'ai pour vous. Est-ce que vous avez une idée pourquoi un modèle d'affaires, un business model peut foirer, peut échouer? Dans le monde des startups, on dit que c'est peut-être 90-95%. Dans le domaine de la grande entreprise, c'est peut-être un peu moins. La première raison, et regardez ici, c'est une statistique récente de 2014, à 36%, c'est construire quelque chose que personne ne veut. Et pour la start-up, c'est normal, ils sont tellement focalisés sur ce qu'ils font que peut-être que de temps en temps, ils peuvent se tromper. Mais ce qui est étonnant, c'est que des grosses entreprises ou des entreprises moyennes le font. Je prends un exemple. La société Logitech, vous connaissez tous, elles ont fait à peu près toutes les souris dans le monde pendant des années. Il y a quelque temps, basé sur des suggestions de consultants, de Gartner et autres, on voit, OK, la télévision pourrait devenir la fenêtre sur toutes les sources d'informations dans une maison. Donc, ils font tout. Ils font un contrat avec Google TV pour le contenu, ils font le développement logiciel, le développement du hardware, le design. Ils en font fabriquer 50 millions à Taïwan parce que ça, ils savent faire. Ils le mettent sur le marché, pratiquement personne n'achète. Combien ils ont perdu? Ils ont perdu 100 millions de francs suisses, donc à peu près 100 millions d'euros maintenant. Et ici, il y a une citation de Borrell, qui n'est plus aux commandes, c'est le fondateur de la société, et qui dit dans un journal suisse il y a 1 an et demi, qui dit « Vous vous réveillez soudain avec des projections, donc des chiffres, des données, des surveys, des rapports de consultants qui sont faux dans un univers où vous ne voyez plus les clients. Vous avez perdu le sens que finalement c'est le client qui va ou non adopter. » Et pourquoi? Parce que quand on a fait un business model ou quand on a précisé une proposition de valeur et même quand on a essayé de comprendre le client, on est dans une logique où on fait des hypothèses, et plein d'hypothèses. D'accord? On est en train de se dire, on pense que le client a ce problème-là. On pense qu'on pourrait résoudre ce problème-là avec tel features ou tel bénéfice dans notre proposition de valeur. Et ça demande d'être testé. On peut faire des tests d'hypothèses sur un business model, sur une proposition de valeur. Et ce mouvement aux États-Unis s'appelle Lean Startup, avec l'idée d'avoir quelque chose très vite, de le mettre à disposition, de surveiller ce que le client en fait, de l'interroger, d'apprendre un certain nombre de choses, et éventuellement d'être amené à modifier le business model. Et ici, le père de ce mouvement, qui est Steve Blank, nous dit « Mais attention, ne faites pas ça à l'intérieur du bâtiment, vous allez reproduire des défauts. Donc venez et sortez du bâtiment, allez dehors et parlez avec des clients, interrogez des clients, voyez comment ils utilisent le produit que vous avez construit ou dont vous avez un prototype, et parlez avec eux, voyez avec eux, et éventuellement changez les choses. » Mais là, il y a une petite subtilité. Ce n'est pas juste d'avoir un survey, parce que quand vous demandez au client « Vous aimez ça ?» il va vous dire « Oui, parce qu'il est souvent très gentil. » Et quand vous faites la chose et que vous venez après parce que c'est fait, il dit « J'ai changé d'avis. »
Donc il faut garder en tête que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est deux choses différentes. Et donc l'idée, c'est d'essayer de trouver un mécanisme par lequel vous le sentez un tout petit peu plus engagé que simplement « j'aime » ou « je n'aime pas ». Et on appelle ça un appel à l'action. Pourquoi ? Parce que vous ne testez pas uniquement s'il est intéressé par votre proposition de valeur. Vous ne testez pas s'il préfère votre proposition de valeur à celle des concurrents. Non, ce que vous voudriez bien tester, c'est est-ce qu'il est prêt à payer, est-ce qu'il est prêt à venir. Et pour ça, bien sûr, on peut utiliser des techniques assez différentes. Et on a essayé dans cet ouvrage d'analyser plus précisément quelques techniques qui peuvent être utilisées. Et on n'a pas le temps beaucoup d'en parler maintenant, parce qu'il me reste 3-4 minutes, mais cette boîte à outils, elle est construite sur des techniques où on a accès au client, on lui demande des choses et on lui demande de faire un certain nombre de choses, où on a déjà un produit qu'on peut utiliser avec lui, ou bien on ne le connaît pas et on va utiliser le web, même si notre business n'est pas sur le web, pour essayer de collecter de l'information. Une technique, par exemple, qu'on pourrait imaginer, c'est vous êtes dans un certain domaine, on a entendu les drones ce matin, vous pouvez acheter des mots-clés dans Google. Et si quelqu'un, et il y en a beaucoup qui font des recherches, si elle tombe sur des mots qui ressemblent à peu près à ce que vous faites ou ce que vous souhaitez faire, votre publicité va apparaître sur la page. Après une semaine ou deux, vous pouvez faire deux choses. Vous allez regarder, personne n'a cliqué sur la publicité que vous aviez fait faire ou fait demander à Amazon. Bonne nouvelle, vous ne payez pas Google. Mauvaise nouvelle, vous n'êtes pas dans le radar des gens qui sont en train de chercher des informations autour de quelque chose que vous seriez susceptible de faire. Voilà, des techniques comme ça dans lesquelles on sent que le client fait un mouvement d'une certaine façon vers vous parce qu'il attend votre produit. Donc ce qu'on a fait ici, c'est regarder ces trois composants-là très rapidement. Et je voudrais bien venir sur le dernier dans les 2-3 minutes qui restent, qui est, mais bien sûr que parfois et souvent, l'entreprise, elle a un business model. Elle opère un business model, mais elle doit envisager son changement parce qu'il y a plus de concurrence, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qui lui parvient et qui dit non, j'aimerais bien explorer de nouvelles. Donc j'ai une proposition de valeur, je dois la rénover. J'ai un business model, je dois la rénover ou je peux la rénover. Donc on est dans une logique comme l'architecte qui refait une maison sur base d'une autre. Il a des contraintes, il ne peut pas enlever certains murs. Les pylônes, là, il ne peut pas les retirer parce que ça, c'est porteur. Il peut casser des murs, il peut faire des nouvelles fenêtres. Donc, il est contraint par le fait qu'il a un bâtiment qui existe, c'est celui qui est en dessous du papier calque. Et avec ce papier calque, en fait, il est en train d'envisager de garder des choses, de modifier des choses, de supprimer des choses, d'ajouter des choses. Et notre logique du business model, c'est la même chose. Je peux avoir un canevas. Et ce canevas, c'est celui que j'avais, c'est mon business model que j'opère pour le moment, c'est celui d'Ilty. Ils ont dit, tiens, il y aurait moyen de repartir avec une proposition de valeur un peu différente, basée sur une meilleure interprétation de ce que peut être le client. Et à partir de là, je dois pouvoir changer mon business model, ajouter des composants, peut-être supprimer certains composants. Cette action de rénovation se fait exactement comme l'architecte, en utilisant du papier calque sur le canevas, en voyant toujours ce qui se passe et en voyant en transparence ce que j'ai déjà et ce que je peux enlever ou modifier. Maintenant, quand on fait ce genre de choses, on le fait soit parce qu'on a un problème, soit parce qu'on décide de le faire. Ici, ils avaient vu un problème de concurrence, et quand Amazon a lancé son service de cloud computing, c'est juste parce qu'ils avaient vu une opportunité à partir d'une ressource qu'ils avaient, la ressource étant leur solution informatique. Donc c'est un choix. Mais il y a souvent un choix qui est quand même dicté par le fait qu'il y a des business models, certains disparaissent. Et un bel exemple que personne n'a envie de connaître, c'est a Kodak moment. À l'époque, c'était « waouh », et puis maintenant, c'est synonyme de presque faillite. Et il faut bien savoir, c'est une entreprise qui faisait à la belle époque 140 000 employés, énorme, et qui a inventé la caméra digitale, l'appareil photo digital. Mais elle n'a pas été capable de transformer ça dans une proposition de valeur et surtout dans un business model. Et elle a connu ce départ. Et ça, on ne veut pas connaître. Et donc, nous, on a une expression avec Alex pour dire ça. C'est qu'un business model, il expire ou il a une date d'expiration comme le yogourt dans le frigo. Donc, on va en construire un. Et on sait qu'on doit déjà envisager, parce que celui qu'on est en train de faire ou de construire maintenant, il va, à un certain moment, s'user ou être copié. Et donc, on est dans une logique où ça, on le fait au départ. Et puis après, il faut qu'on soit le modifier un petit peu, c'est de l'amélioration, soit en réinventer de nouveau pour être capable, quand celui-ci va
connaître justement sa date d'expiration, repartir avec certains business models. Mais il y a une grande difficulté pour faire ça, parce que ici, c'est encore difficile à faire, prototyper, tester, mais on était dans l'action, dans le présent, et ça, en fait, on est en train de l'envisager pour 1 an, 2 ans, 3 ans, donc on est sur un long terme. Et là, il y a une difficulté qui est assez grande, qui est cette difficulté d'imaginer un peu ce futur. Et ça, c'est la phrase d'un des fondateurs de Google qui dit « Une raison d'échouer, ça reste quand même, on rate le futur, parce que c'est difficile de lire. » Et ici, il y a une citation qui est assez ancienne, mais qui dit bien cette difficulté, c'est « Faire des prédictions, c'est vraiment difficile, surtout si ça concerne le futur. » C'est une joke d'un physicien. Et bien sûr, il y a un tas de techniques, et hier on a eu pas mal d'exposés sur l'évolution à long terme de la technologie, l'évolution à long terme des entreprises, plus ou moins exponentielles et autres. Et c'est quand même des projections qu'on fait dans un futur, et personne ne peut vraiment lire là-dedans. Et bien sûr, il y a d'autres techniques pour le faire mieux, mais on a toujours quand même cette idée qu'on arrive à prédire le futur, et régulièrement on se trompe. Donc l'entrepreneur de la même façon. Donc il faut qu'il puisse s'adapter avec sa construction. Et ici, pour juste me moquer un petit peu de ces prévisionnistes, entre guillemets, ou juste cette petite blague-là. Alors, Jean-Fabien, vous êtes voyant, n'est-ce pas? Exactement, je prévois l'avenir. Et celle-là? Hein? Tu l'as prévu, celle-là? Vous voyez, Jules Édouard, pas besoin de long débat pour démystifier les charlatans. OK, donc c'est ça. Donc ce qu'on a fait, c'est regarder un peu ces deux outils. On s'est intéressé à ce phénomène de prototypage, de conception non linéaire, non décisionnelle. J'ai évoqué très rapidement cette idée de pouvoir tester un business model. Et enfin, très rapidement, pour dire, mais oui, il y a de l'évolution. L'évolution suppose qu'on se projette dans le futur. Difficile à faire, difficile. Très difficile pour des entreprises établies, on l'a encore entendu ce matin, un peu plus facile pour des entreprises qui n'ont pas d'héritage et qui se projettent, entre guillemets, sans trop savoir, et puis qui y vont, ça peut réussir, ça peut rater. Les échecs sont nombreux, mais il y a aussi de très jolis succès. Là, ce qu'on vient de faire, 0-0 ici. Question peut-être maintenant à votre disposition.